Au début, un homme cultive la terre avec son fils. Transmettre, partager avec un plus jeune, c'est une thématique que l'on retrouvera souvent dans le cinéma d'Eastwood. Les plans sont millimétrés, cadrés, beaux. C'est presque une vision de la belle vie. Le ciel est bleu. Pourtant, la guerre de sécession fait rage et viendra ternir cet horizon paisible. Cet homme, José Wales, quitte alors le soleil pour rejoindre l'ombre et les ténèbres. Il devra faire face à l'horreur. Sa femme et son fils sont massacrés par des nordistes. Les plans ne sont plus millimétrés. Ils deviennent décadrés, confus. Le protagoniste n'est plus que l'ombre de lui-même. En peinant à porter la croix au-dessus de la tombe de sa famille, c'est comme s'il s'enterrait lui-même. Un groupe de guerrilleros vient à sa rencontre, et Fletcher, leur chef, propose à José de les suivre. Il accepte. C'est ainsi que commence le film José Wales, hors la loi, réalisé par Clint Eastwood. I'll be coming with you. S'il y a bien un réalisateur à la fois extrêmement populaire et parfaitement incompris, c'est l'homme de Malpaso, Clint Eastwood. On l'a trop souvent figé dans la figure iconique d'un homme solitaire et impassible qui tire sur tout ce qui bouge. De la critique assassine de Pauline Kael lors de la sortie de l'Inspecteur Harry, à la mauvaise interprétation totale d'American Sniper, en passant par le soutien public que le réalisateur apporte à Mitt Romney lors de la campagne contre Obama, on a trop vite rangé Eastwood, à tort, dans la catégorie du patriote bête et méchant, aveugle à la réalité de son pays et du peuple. Il est presque devenu de bon ton de préciser qu'en ce qui le concerne, on sépare bien l'œuvre de l'artiste. Certains vont même jusqu'à s'excuser de l'aimer. Je suis de gauche, mais j'aime bien Clint Eastwood. Oui. Et je trouve voilà, que ses films sont intéressants. Tu as bien raison de l'aimer, Eastwood. Ça prouve que de 1, tu as bon goût, et que de 2, tu as du cœur. Malgré son nombre élevé de victimes à l'écran, Eastwood est sans doute l'un des cinéastes les plus humanistes. Il met en lumière la zone grise qui est en chacun de nous et fait la part belle à toutes les minorités, redonnant la parole aux opprimés tout en cherchant à comprendre le monde violent qui nous entoure. Et oui, quand il y a des gros méchants à exécuter, il s'en charge. Go ahead. Make my day. Après s'être fait remarquer avec la diffusion à la télévision de la série Rawhide, il part en Italie tourner les premiers westerns de Sergio Leone. Vous connaissez les films, n'est-ce pas? Puis, il revient aux États-Unis et entame une collaboration avec le réalisateur Don Siegel. Ensemble, ils feront plusieurs films intéressants, mais surtout un film qui va être déterminant dans le parcours de Clint Eastwood. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? L'Inspecteur Harry, sorti en 1971. À sa sortie, le film se fait défoncer. La mise en scène suscite l'incompréhension, la violence dérange et choque. D'ailleurs, cet aspect n'a pas vieilli graphiquement, et le film en prend pour son grade. Le flic aux méthodes extrêmes se retrouve épinglé par la grande critique américaine Pauline Kael. Elle vide son chargeur sur le film, lui reprochant son apologie de l'autojustice et son potentiel fascisme déconnecté du réel. Une critique longue et intéressante à lire, aussi impitoyable que le 44 de Harry Callahan. Man's got to know his limitations. Depuis ce jour, Clint Eastwood fera tout pour déplacer cette image. Dans la suite de Dirty Harry, Magnum Force, il se battra contre des flics bourreaux. Il n'est plus le flic le plus extrême du commissariat. Peu à peu, la persona de Callahan qui lui colle à la peau se mue en quelque chose d'autre. Dans l'épreuve de force, par exemple, il est davantage dans la critique de son personnage que dans l'approbation, même si de nombreux spectateurs sont passés à côté de cette dimension. En 1972, il entame sa carrière de réalisateur avec Un frisson dans la nuit, un thriller érotique qui accuse un peu les années aujourd'hui. Avant José Wales, il réalise plusieurs films, dont son premier western, L'homme des hautes plaines, où il incarne un étranger qui débarque dans un petit bled pour y rétablir la justice. Sous ses apparences de vengeance sanguinaire, il s'agit avant tout d'une justice sociale. Le protagoniste restaure un équilibre dans une communauté qui s'est montrée très lâche envers son shérif. Petit clin d'œil, une séquence dans un cimetière montre les tombes de Don Siegel et de Sergio Leone. Eastwood enterre ses maîtres, ou plutôt, il se défait du costume que les deux réalisateurs lui ont cousu. José Wales hors la loi oscille entre un classicisme américain à la Ford et une violence graphique à la Siegel,
tout en injectant, dans le chaos des images et des corps qui tombent, un semblant de western italien, comme si là aussi, deux mondes se rejoignaient. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce film, incarné, produit et réalisé par Clint Eastwood, sorti en 1976. Comme vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'un homme meurtri qui va lutter contre son état pour venger sa famille. Son odyssée lui permet de reconstituer un noyau, une communauté de parias. Bien évidemment, je reviendrai en détail sur l'intrigue plus tard. Remontons aux origines du projet. À la base, il y a un roman de Forrest Carter, un texte humaniste dont le film reprend les péripéties, même si le roman se concentre moins sur la vengeance que sur l'odyssée de José Wales avec sa nouvelle famille. Le film, lui, construit un méchant pour structurer l'intrigue et donner une fin aux trajectoires respectives des personnages. Crevons l'abcès tout de suite. À la sortie du film, des journalistes découvrent que Forrest Carter est le pseudo d'Asa Carter, un raciste notoire, antisémite, qui a fondé une faction du Ku Klux Klan et exprimé publiquement son hostilité à l'égalité des droits pour les personnes de couleur. Ces révélations nuisent à Eastwood, qui cherchait déjà à redéfinir son image. Le public, qui voyait dans le livre un grand roman humaniste, est déçu. Oprah Winfrey avait même recommandé ce livre avant de faire marche arrière face au scandale. This boy was brought up in a time of blood and dying and never questioned a bit of it. Never turned his back on his folks or his kind. I rode with him. I got no complaints. Reste que cette traversée d'un pays rongé par la violence a su toucher le cœur d'Eastwood. Dans un premier temps, il engage Philip Kaufman pour écrire et réaliser le film. Quelques jours après le début du tournage, il limoge Kaufman et reprend les rênes de la réalisation, bouclant le film avec 8 jours d'avance. Car oui, une des signatures de Eastwood, c'est de boucler ses tournages très rapidement, ce qui fera de lui l'un des réalisateurs les plus prolifiques. Comme évoqué en introduction, on a collé une étiquette à Eastwood, une étiquette que je trouve erronée, catégorique et à milieu de son œuvre. On l'a souvent taxé de patriote aveugle et de défenseur des armes à feu, une image héritée de ses premiers rôles marquants et de la lecture simpliste de certains de ses films. Il s'est pourtant montré critique envers son pays tout au long de sa carrière, et José Wales en est la fondation. We are the last of the holdouts. Quand l'amnistie est proposée aux sudistes, José refuse de la signer, sentant le piège et le massacre qui s'ensuivra. La méfiance d'Eastwood envers les hautes sphères irrigue tout son cinéma, jusqu'à les pleins pouvoirs ou même l'échange. De la même façon, José Wales hors la loi parle de l'actualité américaine au moment de sa conception. En plein Nouvel Hollywood, beaucoup de westerns sont en réalité des critiques de l'époque contemporaine, avec Little Big Man en chef de file qui dénonce la guerre du Vietnam. Avec José Wales, il s'agit de mettre en lumière la condition des vétérans de retour, errant comme des laissés-pour-compte dans un pays qui ne veut plus d'eux. La modernité du film tient aussi à la nature des affrontements. Ce ne sont plus les cow-boys contre des Indiens, ni des shérifs contre des voyous. Ce sont des Américains qui s'entretuent, écrivant leur histoire dans le sang. Eastwood croit davantage à la construction d'une nation par des individus qui se rassemblent malgré leurs différences. Cela annonce bon nombre de ses films suivants, de Bronco Billy à Juré numéro 2, en passant par Space Cowboy, tout en conservant un individualisme proche de celui de Walt, le rôle qu'il incarne dans Gran Torino. Même si des réalisateurs comme John Ford, dont Eastwood est héritier, ont déjà tracé la voie, il apporte tout de même sa pierre à l'édifice quant à la représentation des communautés indiennes. Eastwood va les distinguer, les nommer. Au cours de sa route, José va rencontrer Lon Wati, un Cherokee coiffé d'un haut de forme, rappelant Abraham Lincoln, qui fit exécuter 38 Sioux en 1862, la plus grande exécution publique de l'histoire des États-Unis. Eastwood a toujours été fasciné par la violence, mais avant tout par ses origines, par la manière dont elle s'installe et par qui s'octroie le pouvoir de donner la mort, comme dans Impitoyable ou Jugé coupable. C'est pour cela que dans Pale Rider, il s'en prend aux élites qui veulent briser cette nation naissante. Why don't you stay with us? Be our partner. They won't miss you. Maybe they'll forget you. You know there ain't no forgetting.
José Wales a une cicatrice au visage, la marque que l'histoire, avec un grand H, de son pays lui a infligée. Eastwood aime fragiliser les personnages qu'il incarne, ou les faire vivre avec un traumatisme, comme Walt dans Gran Torino, qui devra lui aussi affronter ses démons pour protéger une famille d'immigrés coréens. La mise en scène de José Wales va de pair avec ce propos. L'un des premiers plans où l'on voit Lon Wati montre José en train de braquer une arme sur lui. Lorsque les deux personnages se retrouvent peu de temps après, c'est le même plan, mais cette fois les rôles sont inversés. Ils sont égaux, ils peuvent partager les mêmes éléments. Bon, nul doute que Lon Wati a plus d'humour que José, qui crache son tabac à tout va dès que quelque chose lui rappelle cette nation de pourris. Wish we have time to bury them fellas. Hell with them fellas. Eastwood joue avec les attentes du spectateur. Plus tard, José et sa famille recomposée, Lon Wati, Laura Lee, Little Moonlight et grand-mère Sarah, se préparent à subir une attaque menée par 10 ours, un chef Comanche. Le film laisse supposer un affrontement sanglant. José décide alors d'aller voir 10 ours pour lui dire qu'il y a peut-être une autre issue que de s'entretuer, que vivre ensemble sur ces terres est possible, car les véritables méchants, il sait qui ils sont. Le film comporte 2 climax. Un premier, où José se venge des meurtriers de sa femme et de son fils lors de la scène d'action finale, et un second, où José Wales retrouve par hasard Fletcher, son ancien compagnon qui l'a trahi, en envoyant son escouade à la mort lors de la fausse amnistie. Sans tirer, José préfère laisser Fletcher porter sa culpabilité. Eastwood a toujours tenté de comprendre la violence inhérente à son pays et comment elle parvient à s'infiltrer à l'intérieur des individus. Pourquoi les personnages de Mystic River agissent ainsi? Il déplace parfois la figure de l'auto-justicier, comme lorsqu'il réalise l'inspecteur Harry IV, où au lieu d'attribuer ce rôle à Callahan, il le confie à une femme malchanceuse, les mal lotis, comme Maggie. Il ne les juge pas. Il juge, et parfois il exécute, ceux qui s'octroient le droit de posséder les autres, ceux qui instaurent un rapport de pouvoir par la force, comme en témoigne cette scène dans José Wales, où 2 hommes tentent de violer Little Moonlight parce qu'elle est indienne. Ce thème traverse aussi Outrage, le film de De Palma sur le Vietnam. S'il y a bien une chose qu'Eastwood aime aux États-Unis, c'est la terre elle-même, ses routes, ses paysages, ses ciels. Tout son cinéma est une carte postale du pays. Très peu de ses films font du surplace. Eastwood filme le mouvement, la géographie, de José Wales à Cry Macho, à se demander si Cry Macho, dans lequel il fait littéralement corps avec la nature, ne serait pas une relecture moderne de José Wales. Le cinéma de Clint Eastwood est beaucoup plus riche, complexe et ambigu qu'on ne le croit, sans aucun doute politique, mais toujours du côté des petites gens, de ceux qui résistent. Go ahead. Make my day.